Ce matin du 11 février 1951, c'est le bâtisseur de la sécurité sociale que l'on enterre. 1 million de personnes se sont donné rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, du jamais vu depuis. L'émotion envahit les rues de Paris. De qui s'agit-il? D'Ambroise Croizat, ministre du Travail à la Libération, un personnage qui a disparu de la mémoire collective. Pourtant, aujourd'hui encore, chacun d'entre nous bénéficie de cette belle institution qu'est la sécurité sociale. Très souvent, quand on pense à la sécurité sociale, on pense assurance maladie, dépenses de santé. Or, la sécurité sociale, c'est quelque chose de plus vaste. Ça recoupe les 4 risques fondamentaux que prend en charge la sécurité sociale, à savoir la maladie, la vieillesse, la famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et ça englobe aussi non seulement le régime général des travailleurs salariés, mais aussi le régime des indépendants, le régime des agriculteurs et la multitude de petits régimes qui gravitent autour de ce gros continent qu'est le régime général de la sécurité sociale. La création de la sécurité sociale, c'est d'abord une grande bataille pour la dignité, une bataille pour le droit à la santé et la vie, qui passe d'abord par la volonté de se dégager des charités pour aller vers la solidarité, qui traverse tout le combat des mutuelles, des syndicats, des corporations. Et une grande page de cette histoire a été ouverte ici avec Ambroise Croizat, fils d'usine, né à quelques pas dans des cités ouvrières, et qui va pousser à l'achèvement cette grande lutte de siècle en créant, lorsqu'il est ministre du Travail en 1945, la sécurité sociale. Ambroise Croizat a de qui tenir, puisque son père, Antoine Croizat, dans ce pôle industriel de Notre-Dame-de-Briançon, va lancer la première grande grève en mars 1906 pour l'obtention d'une caisse de secours, c'est-à-dire les prémices de la sécurité sociale. Ambroise Croizat naît dans cette famille ouvrière et vit la vie des ouvriers qui sont très proches encore de la misère qui courait dans les pages de Germinal. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Et ici, à quelques pas, un ouvrier me racontait que dans les années 38, alors qu'il était ouvrier paysan, il avait été obligé de vendre 2 vaches, il en avait 3, pour pouvoir opérer son fils de l'appendicite. L'état social et sanitaire de la France est très préoccupant avant la création de la sécurité sociale. Alors pour pallier à cet état, on voit émerger des initiatives patronales pour garantir un revenu en cas de maladie ou garantir des soins. C'est aussi des initiatives plus internes à la classe ouvrière, avec des sociétés de secours mutuels qui sont très mal vues à l'époque parce que on y voit le ferment
d'une subversion socialiste ou communiste, c'est-à-dire d'une classe ouvrière qui s'auto-organise. Et puis, petit à petit, le gouvernement commence à être de plus en plus volontaire et on met en place, dans les années 1928-1930, les premières assurances sociales obligatoires, alors une mise en place qui a été conflictuelle. Et donc, il s'agit d'obliger des ouvriers qui sont en grande précarité à cotiser à ces caisses. Donc, bien évidemment, l'essentiel de la population n'est pas concerné par ces premières assurances sociales obligatoires. C'est 4% la part salariale et 4% pour la part patronale. Et déjà donc à l'époque, les patrons s'inquiètent du renchérissement du coût du travail par rapport à un marché du travail purement libéral et menacent déjà de délocaliser dans les colonies en disant finalement on trouvera là-bas du travail bien moins cher. Après son licenciement en 1906, le père d'Ambroise Croizat, Antoine Croizat, quitte la Savoie et s'installe dans la région lyonnaise. Très rapidement, il se trouve confronté à la guerre de 14, comme tout le monde. Les grandes boucheries commencent. Il doit partir. Ambroise Croizat n'a que 13 ans, mais il devient le chef de famille et c'est à son tour de travailler. Là, il s'embauche comme aide-ajusteur, un petit poste dans une entreprise métallurgique à Vèze. 3 jours après son embauche, il adhère à la CGT. Très jeune syndicaliste, il anime toutes les grèves de la région lyonnaise et en décembre 1920, il se retrouve au congrès de Tours où là naît le Parti communiste français et où il adhère à ce Parti communiste. Il monte dans l'échelle syndicale. En 1927, il est secrétaire de la fédération CGTU des métaux. Il est donc à Paris, il est permanent. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne reste pas dans son bureau, il part sur les routes. Et il part sur les routes avec 2 valises. Dans l'une, il y a ses effets personnels. Dans l'autre, des vies ouvrières et des brochures sur le mouvement ouvrier qu'il vend tout au long de son tour de grève qu'il va entreprendre entre les années 27 et 34. Des grèves qu'il amène à Bordeaux, à Marseille, à Tourcoing, à Grenoble. Et en 1936, le 3 mai, le Front populaire prend le pouvoir. Le nombre des députés communistes est passé de 7, si je me rappelle bien, à 72. On a vu arriver là-bas cette foule de députés en casquette, si bien que les journalistes dans la salle des 4 colonnes affolées se sont dit c'est la révolution. Voici messieurs Paul Reynaud, Candace, 4 élus communistes, Croizat, Martel, Ramette et Devèze. Il est élu député communiste de Paris du 14e arrondissement. On le retrouve dans la grève qui allume cet immense brasier du Front populaire. Donc on voit bien un homme qui est à la fois sur le terrain, à l'écoute des revendications, et à l'Assemblée pour transformer ces revendications en loi. Cette salle, elle a vu toutes les ferveurs du mouvement ouvrier depuis le début du siècle, quoi. Et Croizat, il l'a fréquenté sans cesse. Je suis exactement à sa place. C'est plutôt impressionnant. C'est une fleur ou toi, là, je vois pas?
Non, c'est bien moi, là. Donc, il y a ma tante, papa, papa. Ah, puis alors, oui, mon grand-père et ma grand-mère Je pense que maternelle. c'est la dernière photo où Oui, vous voilà. êtes ensemble. Là. C'était une autre, là. Voilà. Tu reconnais quand même ton visage un peu. Oh, c'est en ma petite bouille, là. Je suis née le 5 août 1936. Papa était député depuis peu de temps. J'ai eu un papa qui s'occupait bien de moi, et une maman aussi. Et puis qui, en 1939, 3 ans après, se fait arrêter. Monsieur Molotov et sa suite arrivent au château de Bellevue, demeure berlinoise des hôtes d'honneur du Reich. Un entretien a lieu tout d'abord avec monsieur von Ribbentrop. Ce premier contact prouve non seulement la réalité des rapports germano-russes, mais il annonce aussi leur consolidation. C'est en 1939 qu'arrive le pacte germano-soviétique, qui va troubler, consterner beaucoup de militants, mais qui en même temps va être une occasion rêvée pour la droite et le patronat d'en finir avec les communistes. Le pacte est du 23 août, le 25, le journal d'Humanité est suspendu, le 27, c'est toute la presse communiste, et un mois après, c'est l'interdiction, la dissolution du Parti communiste. C'est dans ce climat de chasse aux militants qu'Ambroise Croizat est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale avec 35 autres députés communistes. D'habitude, maman descendait avec lui jusque devant la porte. Et ce jour-là, comme par hasard, il ne veut pas qu'elle vienne. Mais papa rentrera pas. Ils sont arrêtés le 7 octobre 1939. Le 8 octobre, ils sont transférés à la prison de la Santé. Et là, ils vont vivre comme des détenus de droit commun. Alors que, à quelques mètres, dans d'autres cellules, les membres de la Cagoule, organisation d'extrême droite, bénéficient, eux, du régime politique. Je rappelle comment c'était à la Santé. Tu rentrais, c'était un tout petit cabanon, tu t'asseyais, tu avais une grille devant toi, et tu avais le papa qui était de l'autre côté. Avec la grille, elle était double. Il y a quelqu'un qui passait au milieu. Et parfois, parce que les gardiens étaient pas tous des sales types, et je veux te dire, loin de là, ils s'arrangeaient pour que je puisse voir papa à la sortie, pour que je puisse au moins l'embrasser. Parce que ça, c'était même pas permis. Le 20 mars 1940, les députés défèrent leurs collègues communistes devant un tribunal militaire. Ils sont 30 dans le box, parmi lesquels Valdez-Crochet, Billou, Croizat et Moquet. Ils sont accusés non pas de trahison, mais simplement d'avoir propagé des mots d'ordre de la 3e internationale. Et moi, je suis allée au tribunal aussi. Et ce jour-là, quand tu comprends, j'avais peut-être pas vu mon papa depuis quelques jours. Quand je l'ai vu arriver, je commençais à hurler papa. Alors quelqu'un s'est levé et a dit « Faites sortir la perturbatrice ». C'est moi. Le 3 avril 1940, après 11 jours de procès, à huis clos, devant un tribunal militaire, ils sont condamnés à 5 ans de prison, 4000 francs d'amende, déchus de tous leurs droits civiques et politiques. Le soir même, dans sa cellule, Ambroise écrit à sa femme Denise « J'ai été élu par 11 000 voix, je suis déchu par une poignée ». Ils y resteront jusqu'au 18 mai 1940, où là, embarqués dans des fourgons cellulaires, ils vont filer vers le sud, traverser 14 prisons en France, avant d'arriver au Fort Saint-Nicolas à Marseille. Et là, on va les embarquer dans le moutonnier, le Sidi Ibrahim, en fond de cale, vers une destination qu'ils ne connaissent pas, et ce sera le bagne d'Alger, la terrible maison carrée, qui est l'antichambre de Cayenne. Ils vont y croupir 2 ans entre les coups, la dysenterie, le sirocco, le travail forcé et les simulacres d'exécution. On n'a plus de moyens d'existence, ça veut dire que même plus aller à l'école parce qu'il n'y a plus de chaussures aux pieds. Il y avait vraiment des problèmes, par exemple le charbon pour chauffer. On avait bien des tickets de charbon, mais on n'avait plus l'argent pour l'acheter. Par la suite, on va avoir un mandat d'arrêt contre nous. Je suis révoltée encore maintenant, à mon âge.
Je vais t'expliquer, j'en veux à tous ces gens qui l'ont emmené, qui lui ont fait faire une vie comme ça. Personne, à mon avis, a des hommes qui n'avaient rien fait, hein, qui étaient des hommes qui voulaient qui voulaient aider les autres. Ils voulaient pas, parce qu'ils étaient où? Ils étaient bons, ils faisaient de la politique ou du syndicalisme. Mais c'était vraiment, bien souvent, des hommes un peu exceptionnels quand même. Après l'assassinat de Guy Môquet, il a fallu qu'on a quitté Paris. Oui. Et t'as un papillon dans les cheveux. Tu te rappelles où c'est, là, oui, alors? ça doit être... ça devait être à Beaume-Venise. On était dans le Midi. Parce qu'on était... Les Portalais, les Billoux et nous, on était cachés ensemble, enfin à quelque chose près. En novembre 1942, l'amiral Darlan, délégué du gouvernement de Vichy, et le général Juin, qui commande sur place, sont surpris en Afrique du Nord par un débarquement américain. Les députés communistes pensent être libérés, mais il faudra qu'ils attendent encore 3 mois avant de l'être, et encore sous conditions politiques. On leur dit on vous libère, mais vous faites rien, évidemment, ils ne vont pas suivre la consigne. En juin 1943, le général de Gaulle, à Alger, crée ce qu'on appelle le Comité français de libération nationale. Il s'entoure d'une assemblée consultative dans laquelle Ambroise Croizat va être désigné par la CGT clandestine, président de la commission du travail. Et c'est sur les bancs de cette assemblée, avec des résistants, des parlementaires, qu'ils vont mûrir la grande invention sociale de la libération et toutes les réalisations qui vont apparaître, naître en 1945. Pendant ce temps-là, sur le sol français, le Conseil national de la résistance élabore un programme dans lequel est stipulé que devra naître un plan complet de sécurité sociale, et c'est Ambroise Croizat, à la Libération, qui sera chargé de l'appliquer. En août 1944, il rentre en France sur le croiseur Jeanne d'Arc. Maman, elle me dit, dis donc, et si je te ramenais ton papa? Tu te rends compte? Si je te ramenais ton papa? Oh. Bon, je crois que ça a été alors lui, à ce moment-là, il est sorti de voiture. Et puis j'ai collé à mon père après. Je n'ai plus jamais enfin, tant que j'ai pu la voir, j'en ai profité. C'est la plus belle chose que je me souviens, c'est d'avoir récupéré mon papa d'une gentillesse, absolument extraordinaire. J'étais la plus heureuse des petites filles. Hein. Mais j'étais collante, j'étais genre collante. Là, on le voit, là, je suis collante. On voit en photo. À la Libération, le rapport de force est favorable au parti de gauche. Le Parti communiste rassemble près de 30% des suffrages. La CGT compte 5 millions d'adhérents. Ils sortent grandis par leur action dans la résistance, alors que le patronat et la droite sont discrédités par leur collaboration. On parlera alors de victoire de l'idée socialiste. À son arrivée à la tête de l'État, le général de Gaulle choisit tout d'abord Alexandre Parodi comme ministre du Travail. Ce dernier confie la direction de la sécurité sociale à un haut fonctionnaire brillant qui consacrera sa vie à ces questions, Pierre Laroque. C'est lui qui rédigea les ordonnances de création de la sécurité sociale d'octobre 1945, véritable acte de naissance de cette institution. La grande ambition originelle de la sécurité sociale, c'est d'instaurer une caisse pour toute la population française, couvrant les 4 risques fondamentaux que sont la vieillesse, la santé, la famille et les accidents du travail et les maladies professionnelles. En cela, les concepteurs du plan français de sécurité sociale s'inspirent en grande partie du rapport Beveridge de 1942, rapport Beveridge qui a été constitué une grande date dans l'histoire de l'avènement de la protection sociale moderne. Et dans ce rapport Beveridge, c'est l'État qui gère l'ensemble du système avec des ressources fiscales, avec l'impôt. Dans le cas du plan français de sécurité sociale, le système est financé par des cotisations
social, c'est-à-dire du salaire socialisé, et l'ensemble du système est géré non par l'État, auquel on ne fait pas trop confiance, parce qu'on a peur que l'État, en période de disette budgétaire ou de crise économique, rogne sur les budgets sociaux. Et donc on va confier la gestion du système aux représentants des salariés et aux représentants du patronat. De fait, on observe une gestion qui est très favorable aux représentants des salariés, puisque 3/4 des sièges des conseils d'administration vont aux syndicats et 1/4 au patronat. On est là clairement dans l'ambition d'une démocratie sociale parallèle à la démocratie politique parlementaire traditionnelle. La principale mutation, à mon sens, c'est la gestion ouvrière. C'est ce qui fait l'objet d'ailleurs du conflit frontal dès le départ. On a donc des conseils qui sont des conseils pour l'essentiel de salariés, élus, qui élisent les directions et qui vont gérer l'équivalent de la moitié du budget de l'État, le régime général au départ, et puis bien davantage encore. Donc De Gaulle, à travers même un haut fonctionnaire gaulliste comme les Larocque, et même si lui-même, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, va se trouver comme chef de gouvernement, porteur de toutes ces initiatives, mais qui sont imposées en fait par les communistes. De même que le texte du CNR a progressivement bougé d'un texte socialiste assez plan-plan vers un texte beaucoup plus à gauche, sous l'impulsion des communistes. Le général de Gaulle, qui a formé son second ministère, le premier de la 4e République, ministère d'Union fondé sur un programme démocratique et hardi, va recevoir à l'hôtel Matignon les membres du nouveau cabinet. Voici rassemblé autour de son chef ce ministère qui apporte quelque chose de nouveau. C'est ainsi que M. Ambroise Croizat, nouveau ministre du Travail, est un métallurgiste encore tout proche des problèmes qu'il aura à résoudre. Il entre ici, à Grenelle, le 22 novembre 1945. Ici, ont défilé 82 ministres du Travail. Le seul qui ait connu la misère ouvrière, c'est lui. Ambroise Croizat. C'est étonnant parce que je retrouve tel qu'il était en 1946 avec l'équipe de Croizat derrière. J'imagine ce fils de manœuvre arrivant ici en 1946 après un passage dans deux petites pièces de la rue Daguerre. C'est impressionnant, hein. Quand il entre ici, il ne trouve qu'une ordonnance, celle du 4 octobre 1945, portant création de la sécurité sociale, mais ça n'est qu'une ordonnance. L'idée est là, mais il faut bâtir l'édifice. Et bâtir l'édifice sécurité sociale, c'est bâtir 138 caisses de sécurité sociale, 113 caisses d'allocation familiale, et tout ça sous sa maîtrise d'œuvre. Un peuple bâtisseur, qui est le peuple ouvrier de 1945, prend en main cette construction qui ne va durer que 7 mois. En 7 mois, un édifice extraordinaire va sortir de l'invention sociale de ces hommes, et tout à coup, comme ça, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Et pour moi, Croizat, c'est d'abord ça. Avant tout le corpus de loi qu'il nous laisse, c'est cet homme qui entre ici et qui dit, enfin, désormais, nous allons en finir avec les angoisses du lendemain. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Désormais, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et nous ferons de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. Et je pense aussi à ma mère, là, en ce moment. On se sent ému un peu ici. Oui, parce que c'est...
Moi, je consacre ma vie à l'histoire de cet homme, quoi, qui m'a d'abord précédé dans la cité ouvrière, où j'ai vécu avec ma famille. Moi, je sais tout ce que je lui dois, quoi. Hein. Ma mère était une femme de ménage. Elle avait 8 enfants à charge. Et si on a pu avancer tous ensemble sur ce chemin, c'est parce que lui a été là, avec toutes ces lois sociales, moi, qui ont permis les allocations familiales, le doublement du montant des allocations familiales. C'était extraordinaire, quoi. La création des comités d'entreprise qui, tout à coup, faisait de moi, petit-fils d'ouvrier, quelqu'un qui pouvait aller en vacances, quelqu'un qui pouvait accéder aux livres, parce que c'était les livres de la bibliothèque du CE, mais aussi quelqu'un qui pouvait avoir des bourses scolaires pour continuer. Moi, l'université que j'ai pu faire, je lui dois à lui. Et au fond, moi, il m'a donné la vie, cet homme, et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de lui rendre, quoi. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Mais ces dispositions supposent évidemment une éducation toujours plus approfondie des assurés qui doivent s'intéresser au fonctionnement de toute l'organisation. En 1945, Croizat et Larocque sont conscients qu'il faut aller vite, qu'ils bénéficient pour mettre en place la sécurité sociale d'une conjoncture politique exceptionnelle et qu'il faut donc aller au plus vite. Et donc ils choisissent de différer l'organisation des élections au conseil d'administration de la sécurité sociale, ce qui leur vaut l'opposition de la CFTC qui, elle, exige des élections immédiates. C'est la raison pour laquelle la CFTC s'opposera au monopole de représentation acquis par la CGT dès 1945 dans la sécurité sociale. Donc c'est Ambroise Croizat, ministre communiste, et la CGT qui mettent en place. C'est un énorme travail parce qu'il fallait regrouper des centaines de caisses d'affinité, des caisses patronales, des caisses confessionnelles, des caisses syndicales, des caisses mutualistes, enfin, en plus des caisses départementales. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale, un des derniers. Jolfred Fregonara était responsable CGT de Haute-Savoie en 1946. C'est à ce titre qu'il mit en place les caisses de sécurité sociale sur tout le département. À 96 ans, il garde sa combativité pour transmettre cette histoire mal connue. Il fallait ouvrir des bureaux un peu partout dans les villes, des bureaux de sécurité sociale. À Cluse, par exemple, on avait demandé au maire, et le bureau de sécurité sociale, il était dans les combles. Et je me rappelle, il y avait mon ami Floret, c'était un militant de la CGT. Alors quand j'allais dans les réunions, des fois je repassais vers 9-10 heures le soir, je rentrais, c'était allumé en haut. Alors je vais le voir. Ah, il me dit, mais tu sais, Frégo, hein, j'ai des problèmes là, il faut que je règle. Je suis en retard, je travaille. Et il travaillait des heures en dehors de... Tous, hein, à mort, hein, ils y allaient. Hein. Comme permanent, on ne comptait pas les heures. Hein. Dans ma vie de militant, j'ai eu 2 dimanches après-midi par mois. Et j'ai eu une épouse formidable. Jamais elle m'a fait un reproche. Jamais elle m'a dit « Oh, j'aimerais que tu restes là. » Jamais. C'était une militante aussi. J'ai eu de la chance. Le plan de sécurité sociale a été conçu et établi hors de la vie et imposé à l'ensemble non plus des assurés, mais des assujettis. L'accroissement formidable de la réglementation, l'inextricable enchevêtrement de lois et d'arrêtés de toute espèce qui nous étouffent et nous paralysent ne sont pas une cause, mais un résultat. Les réticences et les résistances vont se faire toujours très vite. Elles viennent de tous côtés. D'abord des résistances de la part de groupes qui avaient déjà
leur propre régime, à savoir les agriculteurs, les fonctionnaires, certains salariés des grandes entreprises publiques qui, eux, vont vouloir garder leur régime, et puis ceux qui n'avaient pas de régime, comme les indépendants, refusent d'être affiliés au régime général des salariés de l'industrie et du commerce, et donc vont réclamer leur propre régime. Il y a la mutualité, et on peut comprendre pourquoi, parce que la mutualité se voit dépossédée de sa raison d'être par la création de la sécurité sociale. Autrement dit, c'est son existence même qui est menacée. L'Église, par en dessous, elle avait son truc, elle aurait voulu garder ça. Ils voulaient garder leur influence. Et là, on leur enlevait une partie de leur influence. Et ça leur a pas plu. Ça, c'est certain. Et puis, il y a le cas des syndicats de médecins libéraux qui seront des farouches opposants à la création de la sécurité sociale pour éviter ce que les responsables des syndicats médicaux appelaient la médecine de caisse, le spectre d'une médecine sociale ou d'une médecine socialisée où les médecins seraient sous les ordres des caisses de sécurité sociale et pire sous les ordres de la CGT, ce qui était impensable pour le monde des médecins libéraux. Bonjour la jeunesse. En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Les patrons avaient créé une caisse d'assurance sociale dans nos entreprises. Et ils ne voulaient pas lâcher les caisses comme ça. Du reste, on se méfiait d'eux. Il y avait 4 patrons au conseil d'administration et ils n'étaient pas pour la mise en place de la sécurité sociale d'une manière aussi dynamique que nous. C'est évident. Est-ce que vous avez un peu secoué les patrons pour que... Ah justement... oui. Oh camarade. Et c'est sûr. Ah ben c'était notre boulot, hein. On ne voulait pas se laisser faire, hein. C'était nous les rois. Nous les rois. Pendant un an, on était les rois, hein. Je voudrais revenir à une des choses que vous souhaitez que nous retenions particulièrement, c'est que c'est la CGT qui était vraiment au turbin, comme vous l'avez dit vous-même. Du 4 mai 46 au 27 avril aux élections, c'est seule la CGT qui a supporté la mise en place et la création des premières caisses primaires de sécurité sociale. Ça, je vous l'assure, vous pouvez me croire, parce que j'y ai vécu. C'est la CGT. C'est comme ça. D'accord ou pas d'accord, je suis persuadé que parmi vous, tout le monde n'est pas CGT, tout le monde n'est pas syndicaliste, tout le monde n'est pas ça. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est important. Tout ça se fait en 6 mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. C'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous. Son problème, c'est pas le porte-monnaie. Son problème, c'est le pouvoir. Or, ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Ambroise Croizat, ministre du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures en majorant de 50% les heures supplémentaires et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés et la formation professionnelle accélérée avec l'aide de Marius Patineau leur donne un gagne-pain. Croizat, c'est une fracture complète. Je pense que c'est l'invention sociale. Lors de son passage au ministère, il laisse un héritage social considérable, quoi. Et quand je compare les 2 ans d'Ambroise Croizat au total du travail des ministres du Travail depuis René Viviani en 1906 jusqu'à François Rebsamen, j'arrive pas bien à trouver la comparaison, quoi. Voilà la maison d'Ambroise. Ah oui, c'est papa qui a acheté. Il avait besoin de quelque chose pour se reposer un peu.
C'est le château dont parlait le Figaro. Oui, c'est ça, c'est le château. Il disait qu'Ambroise avait un château à Saint-Sauge. Oui, bien sûr, mais il était loin d'avoir un château. Il avait à peine le quoi de payer sa maison. C'est le seul bien qu'il a eu avant de mourir. Hein. Mais la maison est dans un triste état. Enfin, bon, on n'y peut rien. Hein. On a toujours plus ou moins manqué d'argent. Mais enfin, on se débrouillait. C'est-à-dire que bon, papa n'avait pas de grand besoin de... donc ça, ce qu'on lui donnait, il s'en arrangeait. Il a toujours vécu comme ça. Hein. C'est le parti qui touchait les payes. De tous les députés, logiquement, communistes. Mais c'était un accord, personne ne trouvait ça normal. Il fallait que le parti vive aussi. C'était son seul moyen de vivre aussi, en partie. Ce sont les élus qui faisaient vivre aussi. Donc, le parti pensait qu'une paye de députés aurait pu leur donner une envie d'embourgeoisement et que pour qu'ils continuent à défendre les ouvriers et les plus pauvres, on leur donnait une paye d'ouvriers spécialisés. Pas n'importe quoi, quand même. Il restait des ouvriers. Ils avaient beau être députés ou ministres, ils ne changeaient pas. L'histoire et les valeurs sont partie intégrante en fait aussi de ce qu'on enseigne aux futurs dirigeants. Donc par exemple ici vous avez l'extrait de l'ordonnance de 1945 qui a créé la sécurité sociale. L'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale que je connais. Ah ben c'est bien. Voilà. On a souhaité faire une référence à Monsieur Pierre Laroque par cette plaque. Voilà. Alors, j'ai connu Pierre Laroque parce qu'il nous a fait des réunions pour expliquer comment il voyait le développement de la sécurité sociale. D'accord. Donc, notre amphithéâtre Pierre Laroque. Et donc, voilà. On a ici un petit texte de présentation de Pierre Laroque. Et est-ce que vous avez également... Est-ce que vous parlez d'Ambroise Croizat ? Alors pour tout qui vous était dire, ministre du non. Travail en 1945, parce qu'il a joué le rôle essentiel. Laroque était sous les directives d'Ambroise Croizat. Alors effectivement, c'est un personnage que, en tout cas moi, personnellement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. En tout cas, j'avais pas en tête l'importance qu'il avait eue. Et comme vous pouvez le voir dans notre école, on n'a pas de présentation d'Ambroise Croizat. Ah bon Ah bon. Ah bon. Les directives d'Ambroise Croizat, pour nous, étaient supérieures à celles de Laroque. D'accord. Laroque, c'était le technicien. C'était celui qui avait rédigé la sécurité sociale. Mais Ambroise Croizat, c'est celui qui a dit « il faut la mettre en place ». Donc, il faut revaloriser un peu Ambroise Croizat. D'accord. Comment ça se fait que vous n'ayez pas une mention d'Ambroise Croizat ici ? Franchement, Moi, je n'ai pas d'explication, si ce n'est de, je ne sais pas mettre en dessous d'Ambroise Croizat communiste. Je ne sais pas. Mais moi-même, quand j'ai fait des études dans les années 60-70, le nom d'Ambroise Croizat n'a jamais été prononcé dans mes cours sur la sécurité sociale. Hein. On ne parlait que de Laroque. Nous sommes encore une fois dans ce révisionnisme qui nie l'histoire ouvrière. Je rappelle que Croizat était secrétaire de la Fédération des métaux, de la CGT, qu'il est mort d'épuisement à 50 ans et qu'il a eu un enterrement à la Victor Hugo. Et si le peuple de Paris était là, c'est que eux n'avaient pas oublié le rôle du mouvement ouvrier dans la création d'une institution révolutionnaire, peut-être. À Paris, au fond d'une cour de la rue Mademoiselle, dans un logis de fortune, vient de s'installer la CGT Force ouvrière autour de M. Léon Jouot et des 4 secrétaires confédéraux qui l'ont suivi. 1947 marque un tournant dans cette histoire. La CGT se scinde en deux avec la création de FO, fortement incitée par les Américains. De nouvelles alliances se créent entre la CFTC, FO et le patronat pour briser le monopole de la CGT à la tête des caisses de sécurité sociale. Sur le plan politique, c'est le début de la guerre froide.
Les communistes quittent le gouvernement. Cependant, la sécurité sociale est là. En quelques années, elle va transformer la société française. L'espérance de vie, qui était de 45 ans au début du siècle, passe à 70 ans en 1960, et la mortalité infantile passe de 108 pour 1000 en 1945 à 37 pour 1000 en 1954. Plus généralement, la sécurité sociale débarrasse les catégories populaires de la peur du lendemain. Dans les décennies suivantes, les prestations de la sécurité sociale montent en charge régulièrement pour répondre aux demandes des Français. Les premiers déficits apparaissent, mais avec un mouvement ouvrier fort et des richesses qui ne cessent de croître dans le pays, c'est sans problème que les gouvernements augmentent régulièrement les cotisations sociales. Il faut attendre 1967 pour qu'une réforme, fortement contestée dans la rue, vienne considérablement modifier l'esprit de 1945 et sa volonté de démocratie sociale. La réforme de 1967 est la première grande réforme des ordonnances 45. C'est une réforme qui se fera par ordonnance et qui va reprendre deux propositions du texte de 51 du patronat, c'est séparation des risques. Chaque risque doit être séparé et géré indépendamment du risque, alors que l'ordonnance 45, au contraire, c'était une unité. Et ensuite, parité, c'est-à-dire que la représentation patronale doit être à égalité avec la représentation syndicale ouvrière. Les syndicats de salariés sont divisés. CGT, FO, CFTC puis CFDT. Et donc, de fait, le patronat, pour faire une majorité dans les caisses, peut choisir un des syndicats, une des confédérations syndicales, les plus sensibles ou les plus réformistes, au cas les plus sensibles à ses préoccupations, et former ainsi une majorité favorable au patronat. Donc, de fait, dans un paysage syndical divisé, le paritarisme strict donne le pouvoir au patronat. Le progrès des dépenses de santé, le progrès de la médecine, c'est un problème à la fois humain et économique très important, nous le savons, et il dépend du corps médical en particulier de sentir qu'il n'a plus simplement des responsabilités de santé, mais qu'il a aussi des responsabilités nationales et même des responsabilités économiques. Je crois que c'est l'évolution partout. C'est d'ailleurs ce que recommande la Commission du marché commun à tous les partenaires de la communauté, et nous verrons bien comment les choses marchent. Pour ma part, j'ai confiance, parce que j'ai confiance dans les hommes à partir du moment où on les oblige à être responsables. Peu à peu, on voit comment la dimension politique de la sécurité sociale, d'abord est marginalisée pour être ensuite oubliée. Et c'est vraiment un raisonnement qui tient compte simplement des chiffres financiers, budgétaires, etc., et qui les pose comme critères par rapport auxquels on doit faire évoluer la sécurité sociale. On ne débat plus sur la place de la sécurité sociale dans la société, mais on débat de la place de la sécurité sociale dans l'économie. C'est le début vraiment de la prise de pouvoir, entre guillemets, parce qu'on le lui donne bien, de l'économie sur le politique. 19h hier soir, la côte ouest n'avait pas fini de voter, mais la télévision de New York donnait déjà le vainqueur, Ronald Reagan. Madame Thatcher a axé toute sa campagne électorale contre la trop grande sollicitude de James Callaghan à l'égard de tout le secteur assisté en Grande-Bretagne. Libéralisation à tout prix pour redonner vie et souffle à l'économie britannique. Bon accueil pour Reagan à la Bourse de Paris, le dollar en progression de 1,5%. Les années 80 marquent l'avènement du néolibéralisme. La pensée collective laisse place à la réussite individuelle. En même temps, l'État reprend la main sur la sécurité sociale dans sa direction comme dans son financement en créant la CSG et la CRDS. Il faut le faire, j'en ai l'intime conviction. Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble. Réussis ta vie, sois poète ou sois paysan. Les néolibéraux gagnent du terrain, les gouvernements suivent. Dans leur idée, tout ce qui appartient au bien commun doit être mis en concurrence. Rien ne doit échapper à la loi du marché, ni les retraites, ni la santé, sous prétexte d'efficience et d'économie. Réussis ta vie.
concurrence et le marché du côté du financement, du côté de l'assurance maladie, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on a un cas d'école qui illustre très bien cet échec. C'est le cas américain. Non seulement le marché de l'assurance maladie privée est inefficient, c'est 18% de la richesse nationale que les États-Unis consacrent à la santé, alors que nous consacrons que 12%. C'est inégalitaire. Il y a des dizaines de millions d'Américains qui sont non couverts ou peu couverts, et avec des résultats sanitaires déplorables. Donc tout transfert d'un euro de la sécurité sociale vers le marché des complémentaires santé ou de l'assurance maladie privée est à la fois un euro inégalitaire, c'est un euro inefficient, c'est un euro qui aura des résultats sanitaires médiocres par rapport à un euro public. Donc le paradoxe aujourd'hui veut que l'on mène des politiques qui fonctionnent sur la tête, qui marchent sur la tête. Notre système de protection sociale est en crise. On s'attend à un déficit cumulé de 120 milliards à la fin de l'année. Le chef de l'État préconise donc une réforme des structures à l'hôpital et une maîtrise de dépenses par les médecins. Lorsqu'on parle sécurité sociale aujourd'hui, il y a un mot qui vient toujours accoler, c'est le trou de la Sécu. On pourrait dire que la Sécu a été faite pour avoir un déficit. Dans la mesure où ce que l'on souhaitait en 1945, c'est que la demande sociale soit première et qu'ensuite on trouve les financements nécessaires pour répondre à cette demande. En fait, le débat du trou de la Sécu, il occulte un vrai débat qui est quel niveau de socialisation des risques nous voulons. C'est où place-t-on le curseur entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. La thématique du trou de la Sécu vise toujours à justifier le déplacement du curseur vers la responsabilité individuelle. Et secondairement, ça prépare les esprits à des mesures difficiles et plus généralement à une privatisation rampante des risques sociaux, que ce soit la vieillesse par l'extension de la capitalisation ou la maladie par l'extension des complémentaires santé. Alors toujours dans cette idée de la France à l'offensive, de comment faire gagner la France, Denis Kessler, président de PDG de SCORE. Oui, merci. D'abord, je voulais remercier Pierre Gattaz de m'avoir invité. Le patronat, dans son aile bancaire et assurantielle, a vu dans la sécurité sociale non pas seulement une charge ou un poids pour les entreprises nationales, mais aussi une source potentielle de profit, un marché à investir, un marché potentiel à investir. Et l'idée, c'était de se connecter sur ces sommes financières énormes pour en détourner une partie des sommes les plus rentables, que ce soit du point de vue de la retraite ou du point de vue de la maladie, soit les deux plus gros postes de la sécurité sociale. Il faut préférer l'accumulation à la redistribution. Nous devons toujours privilégier l'économico-social, le salaire direct aux prestations sociales, l'équilibre entre les droits et les devoirs, plutôt que l'octroi incessant et ininterrompu de nouveaux droits non financés et sans contrepartie. Nous devons préférer la retraite à la carte à l'indéfendable retraite égale à 62 ans et la nouvelle hausse des cotisations réduisant le pouvoir d'achat des salariés et réduisant les marges des entreprises. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle, mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà, c'est ça le grand coup de force, c'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. Il y a eu énormément de mouvements sociaux pour défendre, avec beaucoup de guillemets, la sécurité sociale. Mais qui parle du sens de la retraite dans nos sociétés ouvertes, mondialisées, totalement à l'opposé de la société de 1945 ? Personne. À une époque où les richesses n'ont cessé de croître en France depuis la Libération, et où les pays émergents tentent difficilement de conquérir la même protection sociale que nous, il y a forcément moyen de conserver et pourquoi pas d'élargir encore le champ de la sécurité sociale. Mais pour cela, il faut accepter de reposer la question du partage des richesses afin de garder des raisons d'espérer.
bonne nouvelle pour tous ceux qui sont désespérés de la situation actuelle. C'est que nous avons le tremplin qui est très supérieur à celui dont disposait Croizat. Enfin, Croizat, qu'est-ce qu'il avait? Il avait les assurances sociales de 1930. C'était pas grand-chose. Il n'avait pas la convention collective, ça n'existait pas. Il n'avait pas le CDI n'existait pas. Nous avons, bien plus de tremplin que lui, grâce à lui. Alors quand je dis Croizat, c'est une figure emblématique d'un mouvement qui a réuni des millions de militants sur des dizaines d'années, bien sûr. Hein. Mais grâce à ce mouvement-là, nous disposons de tremplins qui n'attendent que notre détermination politique et notre enthousiasme collectif. En fait, c'est important de raconter son histoire, parce que ça montre que plus que jamais c'est possible, plus que jamais on peut changer la vie, et surtout de ne pas oublier tous ceux qui se sont battus avec lui pour nous redonner la dignité et de nous montrer à qui l'on doit la société dans laquelle on vit.